Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau épisode du podcast OVNI et je suis aujourd'hui avec Clémentine Barbier. Tout à fait. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Mais c'est normal. Le but de ce podcast, on le rappelle à chaque fois, c'est de donner les coulisses de la société de gestion et de faire le portrait de gens qui nous soutiennent, dans lesquels on a investi, de partenaires investisseurs avec lesquels on fait des deals. Si tu me permets de le raconter, nous, on s'est rencontrés de façon assez C'est rocambolesque. exactement, et tu as bien rattrapé l'histoire. Tu nous avais envoyé un mail via LinkedIn Ouais, en nous disant «J'aime bien ce que vous faites, j'en ai entendu parler via Mathieu Stéphanie. exactement. Heu, Est-ce que votre fonds est toujours ouvert et Quel est le ticket quel est le d'entrée? ticket d'entrée?» Et quelqu'un de l'équipe, je ne vais pas le nommer, avait vu le message et n'avait pas répondu. Et donc le message était affiché comme lu, donc pour moi c'était traité et puis quelques semaines après, je remonte quand même dessus, mais au moins 3 ou 4 semaines Ouais, ouais, après, hein. ouais, ouais. Et je vois le message et là, je réponds tout de suite et je pense que j'étais à Paris, dans ma journée et puis, tu me réponds assez vite et le lendemain, on s'est rencontrés. Exactement, et on s'est rencontrés Hem, 2 fois. voilà et 2 fois dans la même Tu te journée, par rappelles? hasard la deuxième Ouais, fois, voilà. Donc c'était très drôle, la sérendipité, le hasard, je sais pas. exactement. Hem Et donc j'ai eu l'occasion de faire ta connaissance. Tu m'as posé plein de questions. Ouais, C'est vrai que, tu vois, dans nos 200 souscripteurs, tout le monde n'a pas forcément la même lecture de ce qu'on fait chez OVNI Capital, ne pose pas les mêmes questions. Mais on va raconter ça aussi. Je t'avais envoyé une doc assez complète, ouais, tu avais, vraiment, listé les questions, techniques et cetera et pendant 1 heure, tu rayais un peu la liste ouais, et donc ouais. tu m'as bien passé sur le grill pour, comprendre où est-ce qu'on voulait aller, quelle était notre stratégie d'investissement et cetera. Bon, avant d'aller plus loin, est-ce que tu veux bien, et je vais prendre la formule classique, te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, qui nous écoutent et qui vont voir, ce podcast qu'on enregistre ensemble? Alors, je m'appelle Clémentine, j'ai 51 ans. J'ai 3 enfants de 20 ans, 18 et 13 ans. Et je suis, entrepreneuse par, obligation, par devoir et pas du tout par choix, parce que je gère aujourd'hui, 5 entreprises, dont 4 qui ne sont pas à moi. Hem, Donc je suis un bon ovni parmi tous tes ovnis. Ça, mais je l'ai su dès qu'on nous nous sommes rencontrés. Donc tu vas l'expliquer un peu plus tard dans le podcast, pourquoi c'est une obligation et pas Ouais, forcément un choix. Avant de gérer ces entreprises et on va y venir, à la croisée de l'immobilier, mais tu fais aussi, du private equity, tu investis dans des fonds amis. Tu vois? Hasard du calendrier, à exactement. 10 heures ce matin, Jean-Patrice Ancio m'a appelé pour nous féliciter sur le recrutement de Marie Houtier et l'annonce du closing final du fonds. C'est un des fonds que tu soutiens et que tu supportes aussi et qui, moi, m'a beaucoup inspiré dans la construction qu'ils ont eue il y a 15 ans. Hem, Avant ça, on a un trait commun finalement, tu étais dans l'événementiel L'événementiel, au ouais. sens large qui, moi, est ma première passion, hein. J'ai fait ça pendant 7 ou 8 ans. Est-ce que tu veux raconter, ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi ça t'animait? Ah bah, alors à l'époque, quand on me demandait ce que je faisais, c'était un peu nouveau l'événementiel, on me disait: «Je vends du rêve». C'est vrai, Je je me vends du souviens. rêve et j'ai commencé ce métier en 96, dans une très grosse boîte du secteur de l'événementiel, au service voyage, et j'organisais, des séminaires, des conventions, des lancements de projets, des choses comme ça, en France et à l'étranger. Et j'ai fait ça au début en fixe dans cette boîte et puis après je suis passée en freelance. Et j'ai adoré ce métier, j'adorais mon boss. Qu'est-ce qui te plaisait, particulièrement dans le Ben, métier? de jamais faire 2 fois la même chose, même si on faisait plusieurs fois le même lieu ou le même pays, c'était toujours des événements différents, même si on travaillait plusieurs fois avec les mêmes clients. C'était jamais le même événement. Et j'étais toute jeune, j'ai commencé, j'avais 22 ans et j'ai adoré. Est-ce qu'il y a un côté émotionnel, un Ah peu oui, vibré, y ce côté unique, comme tu dis, on fait jamais 2 fois le même événement et exactement. les gens pour qui tu organises les événements, pour eux, c'est important, ça les marque. Est-ce que ça, c'est quelque Ça, chose? c'était super parce qu'en fait, au départ, on pense à un projet, on le met sur papier et puis après on commence
à l'organiser, à le créer, à le produire. Et puis le jour J, les gens arrivent et souvent c'est la surprise. On les voit avec leurs grands yeux, leur regard ébahi, leur surprise. Et la plupart du temps, ça marche et les gens sont super agréablement surpris. C'est des beaux événements et ça fait des souvenirs parce qu'on permet aux gens d'aller dans des endroits où ils pourraient pas aller sans nous, quoi, ou sans leur société. Il y a souvent un peu ce phénomène, que je remarque où, tu poses la question à des enfants, des adolescents: «Qu'est-ce que tu aimerais faire, plus tard? Qu'est-ce qui te passionne?» et cetera. Puis tu les retrouves 15-20 ans plus tard et ils font un job qui les passionne pas Pas vraiment. forcément, ouais. Hem, Toi, ça, c'était vraiment ta première passion, et finalement, ce que tu dis, c'est que tu as évolué vers un job avec, une contrainte finalement, c'est-à-dire que c'était une obligation. Est-ce que tu veux bien expliquer pourquoi c'est devenu une obligation pour toi? Cette, on va dire cette première entreprise qui était plutôt autour de l'immobilier? Cette première entreprise qui est toujours d'actualité. Donc en fait, je commence à bosser en 96. J'ai 22 ans, j'adore tout ce que je fais. Je gagne très, très mal ma vie, mais j'adore ça. Heu et 4 mois après, je perds mon père. Mes parents étaient séparés, mon père était pas remarié, je suis fille unique. Mon père était rentier, donc je me retrouve à 22 ans à gérer une succession, toute seule avec un super notaire, mais bon, toute seule. Heu J'hérite, je mets ça sur un compte, je m'en occupe pas et mon père avait un patrimoine immobilier, je confie ça à une agence, je m'en occupe pas. Je continue à bosser dans l'événementiel. 1 an après, ma grand-mère paternelle, donc sa mère, décède à nouveau. Fils unique, rebelote, c'est encore pour moi, patrimoine immobilier, à nouveau. Heu, je continue à pas m'en occuper, je continue à travailler dans l'événementiel, avec un petit salaire, mais j'adorais tellement ce que je faisais, les gens avec qui je travaillais, tout. J'adorais ma vie à ce moment-là. Et puis, les années passent, je continue dans l'événementiel, et puis en 2003, je me marie. On part faire un tour du monde, on voyage pendant 10 mois, on rentre, je suis enceinte et la grossesse devenait complètement incompatible avec le métier de l'événementiel où quand je rentrais tôt du bureau, il était, 21 heures, où je partais tout le temps. Je voyageais, que ça soit à l'étranger ou en province ou même des événements à Paris, enfin bon. C'est une des choses que je raconte dans le portrait, que je t'ai partagé, Exactement, hier en exactement. avant-première Ouais, où, cette vie d'événementiel t'épuise. Parce que c'est la nuit, c'est le week-end, c'est du décalage horaire et c'est quand même assez difficile de tenir et de rendre ça compatible avec une vie de famille. impossible. Enfin en tout cas à l'époque, ça l'a pas été. Donc j'ai arrêté. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé à regarder d'un peu plus près cette espèce Oui, de parc immobilier, à vouloir t'en occuper exactement. et comprendre. Tu as cette curiosité-là, tu es quelqu'un qui aime, on en parlait tout à l'heure, on a enregistré avec Julien Mangeard, qui est un technicien, qui a été CTO de vente privée, qui a là monté une boîte qui s'appelle Placard, qui gère de tout ce qui est backup des entreprises. Tu as ça en toi, ce côté, bah, je prends un problème, j'essaie de comprendre, Bah, et j'ai pas eu le cetera? choix surtout. Ouais. J'ai pas eu le choix, c'est-à-dire que j'ai arrêté l'événementiel. J'ai fait un enfant, puis j'en ai fait un deuxième et je me suis dit: «Je vais pas retourner dans l'événementiel». Bon, bah, en fait, cet argent, dont j'ai hérité de mon père et de ma grand-mère, qu'est-ce que c'est? Combien ça me rapporte? Comment ça se passe? Donc j'étais obligée de m'y intéresser et puis surtout, c'est de l'argent, c'était des loyers, donc c'est facile, en fait. Tu as Mmh pas une mh. valeur ajoutée, de dingue, là-dedans. Donc je m'y intéresse, je me sépare du père de mes fils, je rencontre rapidement après, Cédric qui va devenir mon 2e mari et qui lui est, le mâle alpha, businessman, successful. Je suis en totale admiration et il me pousse à m'occuper de mes affaires, à m'occuper de mon patrimoine À le immobilier, développer à le finalement, parce que développer. finalement donc du coup, tu le laissais un peu sur le côté. Bon, les Ouais, ouais, agences le ouais. gèrent et cetera, mais tu as pas cette notion de développer, c'est Non, ça? non, non, je OK. développe pas, je ça m'intéresse pas, pour moi, puis c'est de l'argent que j'ai hérité, c'est pas de Mmh l'argent que mh. j'ai gagné, donc j'ai pas vraiment de fierté, mais bon, Cédric me pousse à m'en occuper et je m'y mets vraiment. Je transforme tout en meublé, je réorganise un peu tout ça, je commence à liquider des apparts qui sont pas rentables, et puis j'en achète d'autres et puis je refais des travaux, enfin je me mets dedans et C'est puis pas facile les travaux? ah bah non, C'est l'enfer. c'est l'enfer, Les artisans, ça c'est livre jamais l'enfer. à temps, les plannings et Voilà, cetera. Comment tu c'est en es sortie de cette période-là? avec beaucoup de patience et j'ai eu la chance de tomber
à chaque fois sur des entrepreneurs qui étaient très bien. Malheureusement, un entrepreneur, il peut être très bien 5 fois, puis la 6e fois, c'est une cata. Mais j'ai plutôt enfin voilà, c'était surtout de la patience, avoir de la patience avec tous ces gens-là. Les travaux, Mmh. ça commence jamais à temps, ça finit jamais à temps. Mais globalement, je m'en suis plutôt bien sortie. Donc je développe ça. Cédric me pousse à rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine qui m'accompagne toujours 20 ans. Ça fait presque 20 ans qu'il est là. Il y a On beaucoup de gens qui sous-estiment le rôle de ces profils-là. Nous, C'est on a une indispensable. dizaine de partenaires. Je vais pas tous les citer, mais Senja Partner, Fluence, et qui nous ont, pour certains, présenté des clients. Pour certains, c'est les clients qui étaient convaincus et qui ont dit: «Bah, j'aimerais bien investir, est-ce que tu peux vérifier?» et cetera. Et en fait, plus je les rencontre, plus j'apprends des choses avec eux et je trouve que c'est des métiers un peu de l'ombre, mais tellement importants. Essentiel. Voilà. Mais c'est des super partenaires. Mmh mh. Quand tu tombes sur la bonne personne, c'est comme ton banquier, c'est censé être Bien un bon sûr. partenaire, ton expert comptable, ton notaire, ton CGP, c'est des gens qui c'est des gens qui t'accompagnent dans ta vie, qui t'accompagnent, qui t'aident à grandir. Heu, donc cette personne m'accompagne toujours, ça se passe très bien. On réorganise tout et puis bon, je développe tout ça, Cédric m'aide à organiser tout le côté financier et cetera. Et en 2019, mon mari, à 45 ans, meurt d'une crise cardiaque. Donc je me retrouve, seule avec, 3 enfants. Ma fille a 7 ans et Cédric était entrepreneur, business, à fond, ce que j'étais pas du tout à l'époque. Donc il avait de l'immobilier comme toi, mais aussi une Il avait société, de des l'im collaborateurs, Alors pas trop de pas trop de collaborateurs parce que collaborateurs? c'était vraiment, lui il chassait pas en meute, il travaillait tout seul. D'accord, Il y avait une holding. Il avait vendu sa boîte en 2008 au leader américain, du secteur. c'était une très, très belle vente. Hem, il a cette holding, et puis il décide d'acheter un immeuble et puis il décide d'en faire un coworking. Heu, En 2017, tu me dis? alors non, 2011, c'était le 2011, début. donc ah oui, c'était très tôt. C'était très tôt. Donc visionnaire en Ouais, plus en plus là-dessus, parce que visionnaire. 2011, des coworking à C'était le Paris, je pense début, qu'il y en avait c'était le vraiment début. pas, ouais. Ouais, ouais, OK. c'était vraiment le début et donc il rachète cet immeuble au fur et à mesure que les sociétés se vident. Mmh mh. Il fait des travaux, il le transforme, en coworking et pour la petite histoire, il y a en 2011-2012, il rencontre, une société qui s'appelle Deyouze, qui arrive. Ils sont 4-6, ils ont des bureaux fermés. Ils demandent juste un bureau fermé. Qu'est-ce qu'ils font comme activité, si tu peux la décrire en Alors quelques mots? Deyouze, ils font de la location de chambres d'hôtel en journée. D'accord. Voilà et c'est un métier qui marche très bien, un secteur qui marche très, très bien, et donc ils arrivent en 2011-2012. Notamment pour des événements comme nous, on peut, réaliser ou être partenaire, je pense à l'IPEM. Tu vois? Ouais, L'IPEM, c'est un gros salon à Cannes et à Paris sur tous les métiers du private equity et en fait, tu es en face, du Palais des Congrès de Cannes et tu as 2 solutions. Soit tu prends un stand à 20 000 € pour 3 jours, soit, bah, tu es un entrepreneur, tu réfléchis un peu. Tu as l'hôtel Majestic Barrière à Cannes exactement. et pour, 1 500 € par jour, tu as une suite de 120 m² avec, vue sur la mer où tu peux accueillir tes clients. Donc c'est ça le business à peu Alors c'est pas c'est pas exactement exactement ça. Au ça, départ, d'accord. ça démarrait pas comme ça. Au départ, c'était plus pour des couples, on va dire et en D'accord. fait, eux, ils ne voulaient pas du tout, partir sur ce créneau-là. Ils ont essayé plutôt de développer, le businessman qui arrive de Singapour le matin, Ah oui. qui a un vol pour New York l'après-midi, en fait, il va se louer une chambre d'hôtel, dans un bel hôtel à Paris. Il va pouvoir profiter du spa, il va pouvoir profiter de la salle de sport, il va pouvoir avoir un rendez-vous dans sa chambre, se reposer et cetera. Donc ça, c'est vraiment Donc c'était ça le le business model. ouais, OK, compris. ouais, c'est ça, c'est surtout ça qu'ils veulent faire. Mais c'est aussi, tu habites en province, tu viens passer une journée dans une grande ville avec une copine, avec, ton mari, ta femme, ta mère et tu as envie d'avoir un endroit pour poser tes sacs, pour pouvoir te poser et tu loues une chambre d'hôtel, dans un bel hôtel, Dans quelle mesure, quand tu gères un parc, comme le tien, immobilier, et que tu analyses les dossiers des locataires potentiels, tu rentres dans le business model? Parce que les startups comme Deyu's, à ce moment-là, quand tu la prends,
C'est un pas une feeling. fiabilité Non. de revenus forte, et cetera, donc tu prends un risque finalement? Alors c'est Cédric qui a pris le risque parce que D'accord. moi j'étais vraiment dans l'ombre à l'époque et il a eu un très bon fit avec le fondateur et résultat des courses, de un bureau fermé, ils sont passés à 1 étage fermé, 2 étages fermés, 3 étages fermés, enfin 3 étages entiers, 4 étages entiers, et là ils sont partis au mois de mars, heu, après avoir extrêmement bien réussi. Grandi. Ouais, J'ai ce souvenir, moi, en 2009 ou 2010, je sais plus, où de Dailymotion, ouais, qui arrive dans un data center qu'on gérait et ils prennent une armoire informatique et comme tu le racontes, quelques années voilà, après, la moitié du data center, exactement. était à eux. Hem Et donc une nouvelle fois, finalement, tu te retrouves dans cette, dynamique où, tu, récupères quelque chose à gérer qui t'est un peu imposé. Il faut que tu reprennes en compte tout Tout le ça. coworking. C'est des loyers, c'est des gens qui s'en vont, c'est comment tu apprends finalement ce métier sur le tas? Parce que d'un côté, tu avais des loyers qui tombaient un peu tout seuls et c'était facile. Là, ben, un lieu, il faut le remplir, il faut répondre aux demandes. Enfin, c'est pas un métier simple, le Alors coworking? je alors j'essaie de me simplifier les choses dans la tête en me OK. disant: «Bon, bah, louer des bureaux, ça doit pas être beaucoup plus compliqué que de louer des apparts». Hem, les J'ai débarqué donc en septembre 2019. J'ai réussi assez rapidement quand même à m'imprégner du lieu, et puis surtout, c'est des petites boîtes qui arrivent au départ, tu vois? Donc j'ai des gens au début, ils sont, dans un coworking, dans l'open space. Mmh. Donc tu as une proximité, tu peux échanger avec eux et puis leur boîte se développe. Donc finalement, ils vont te prendre un petit bureau fermé, puis après ils vont te prendre un deuxième bureau fermé, puis un troisième. Enfin voilà, ça se passe comme ça et du coup ça s'est plutôt assez bien passé. Dès que des étages se vidaient, des anciens locataires à l'époque où on a acheté l'immeuble, je refaisais des travaux et ça j'adore et je refaisais des jolis bureaux fermés et je retrouvais assez rapidement des locataires, des nouvelles boîtes. Le souvenir que j'ai, moi, quand je suis venu te rencontrer dans cet espace, c'est que tout de suite, on s'y sent bien, c'est chaleureux, et ça fait partie, je pense, aussi de ce que tu as su amener. Tu m'as dit, l'autre jour: «J'ai eu la chance dans tous ces moments-là d'être hyper bien entouré et Hyper c'est bien. aussi grâce à mon entourage que j'ai réussi». Ouais. C'est qui cet entourage? Comment il t'a aidé? Alors l'entourage pour le coworking, c'est Julie, que je D'accord. remercie, qui était l'assistante de Cédric, qui est la mémoire vive de l'immeuble, hein, et c'est elle qui m'a expliqué: «Alors voilà, ça marche comme ci, ça marche comme ça, les prestataires, c'est ci, c'est ça» et on travaille ensemble et on est une très bonne équipe et on a vraiment réussi à faire un coworking à notre image. Je pense que les gens se sentent bien. Deyouz est parti au mois de mars. Je viens de faire, 450 m² de travaux de rénovation. On a fait une petite inauguration des bureaux jeudi. On avait laissé les portes fermées. Quand les gens ont ouvert la porte, ils ont vu le nouveau logo, en néon, Espace Cadet, avec un mur végétal. Ils sont tous arrivés en faisant: «Waouh!» et on a la chance d'avoir des très beaux espaces. On a une très grande terrasse de 100 m². On a un rooftop à 360°, sur tout Paris et on fait un endroit qui est quand même très chaleureux. Très chaleureux. On a la chance de tomber sur des boîtes de tout secteur, avec des gens qui sont très sympas et c'est un coworking, on va dire familial. Bon, le rooftop, je le note dans un coin parce Ouais, qu'il faudrait quand même qu'on faut que tu organise un viennes. événement OVNI. Ouais. Là, on fait un super événement ce soir, il y a 150 personnes, mais on n'a pas de rooftop et c'est un peu l'ombre Je au sais plus tableau. si je te l'avais Mais montré. non, tu me l'avais pas montré, mais je l'avais vu sur les photos, donc Ouais. je le renote dans un coin de ma tête. Hem Sur l'immobilier, est-ce que tu as, un conseil à partager à quelqu'un qui va, écouter ce contenu et qui va se dire: «Bon, bah, moi aussi j'ai des enjeux» et cetera? Ou est-ce que tu penses qu'on a fait déjà bien le tour du sujet? Je serais assez preneur qu'on aille aussi sur le private equity, ta relation avec Isaïe, ce genre de sujet-là, mais dis-moi? Alors, les appartements que j'ai, j'en ai quand même, je suis à 35 D'accord. aujourd'hui. Ils sont situés dans quel quartier? Comment te Alors, essentiellement Paris 5e, OK, proche banlieue et Nantes. OK. J'ai surtout des studios que je loue essentiellement à des étudiants et je me dis où le jour où mes enfants partiront, en province ou ailleurs et qu'ils seront obligés de louer un appartement, bah, j'aimerais qu'ils soient dans un cadre chaleureux, propre,
clean. Donc du coup, les appartements, j'en fais des petits cocons OK. et je veux que les gens se sentent bien, qu'ils puissent se projeter. Je fais que du meublé et je vais dans la déco, dans les petits détails et j'essaye de faire en sorte que mes appartements ressemblent pas à des chambres témoins, qu'on voit chez IKEA. Et voilà, je fais très attention à ça. Les parents me confient quelque part Bien leurs sûr, enfants quand ils viennent s'installer alors et il je veux faut qu'ils se sentent absolument bien. que ce soir, on te connecte avec un des entrepreneurs qui est passé sur ce podcast. Je l'avais pas réalisé quand on a préparé cet épisode, qui s'appelle Alexandre Ducœur et qui est le fondateur de Studapart. Voilà. Les toutes petites surfaces, c'est Alors lui? en fait, Studapart, je vais le reprendre, hein, mais ils ont vendu, depuis, mais ils simplifiaient en fait, eux, le but, c'est qu'ils faisaient un espèce de listing d'annonces et en fait, ils proposaient aux écoles d'être un peu leur interface comme ça quand Ah bah, l'étudiant je suis voilà preneuse. Tout et à donc fait. Alexandre Ducœur a été financé par, cette très belle maison qu'est Isaïe et ils ont fait un très Encore bel, une fois. exit assez rapide, avec son associé Amaury et donc il a raconté ça au micro de Mathieu. D'accord, OK. Donc ce soir je vous Ouais, ouais, tu nous mets connecterai, en tous les connexion. 2. OK. Ça nous fait la transition parfaite sur Isaïe. Donc ce que Ouais, tu dis juste, c'est, mettre du soin. Peu importe le métier, tu dis: «Bon, bah, il y a ce faire ce ce attention aux panneau de gens. verdure, l'effet waouh». Ouais. C'est finalement ta culture un peu de l'événementiel où dans l'événementiel, Oui. tu es obligé de faire attention à tous les petits détails. Nous, sur l'événement de ce soir, donc la personne qui nous aide à organiser ça, Sophia, elle m'appelle tout à l'heure, elle me dit: «Arnaud, c'est bon, j'ai trouvé les ballons» parce qu'elle voilà, les petits ballons ovnis, des couleurs et cetera et donc ces petits détails font la différence. La vie est faite de petits détails et de petites attentions. Très clair. Du coup, dans ton analyse d'OVNI Capital, tu avais un référentiel qui était un fonds comme Isaïe, que tu as suivi sur plusieurs, vintage, sur plusieurs fonds Ouais, de mémoire et 2 interlocuteurs que je connais très bien, Nelly Barbeau et Jean-Patrice Ancio ouais. que tu as rencontré aussi. Qu'est-ce que ça t'a appris d'investir dans ces fonds, à travers les reportings, à travers, les événements où tu rencontres d'entrepreneurs en tant que personne? Qu'est-ce que tu en retires de ça? Alors encore une fois, je me suis retrouvée parachutée là par devoir. J'avais pas demandé, je n'y connaissais rien du tout. D'accord. C'est-à-dire quand j'ai géré la succession de mon mari, j'ai découvert un monde dont j'entendais parler vaguement par lui, mais que je ne connaissais pas. Oui, donc les rapports annuels, ils étaient un peu Ah non, mais indigestes. c'était indigeste et puis, DPI, ChatGPT n'existait pas pour me TVPI, et faire le compte cetera, voilà. rendu, donc j'avais pas de ChatGPT, j'avais Nelly D'accord. et en fait, au moment de la succession, tous les grands postes, en fait, j'ai demandé à rencontrer tout le monde et j'ai dit: «Bonjour, je suis profane, Mmh, mmh mh. expliquez-moi tout» et Nelly a été super. Elle m'a tout expliqué, from scratch comme, une débutante. Je me rappelle la première fois que j'ai assisté à une réunion, chez Isaïe, avec des souscripteurs et des nouvelles boîtes qui venaient se présenter, je rigolais à l'intérieur de moi parce que je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas tous ces acronismes, je ne comprenais pas tous ces anglicismes, je ne comprenais rien. Je dis: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Mais je voulais m'intéresser, je voulais comprendre et j'essaye de faire un point tous les ans, avec Nelly parce que là, c'est la holding jusque-là qui a investi dans 3 fonds différents, et là, je m'y suis mise moi aussi en perso. Très bien, très clair. Tu dis, tu n'y comprenais pas grand-chose, mais à la fois, Isaïe reste sur des projets quand même digitaux. Tu as des fonds comme Elaya où nous, on Voilà, va oui, sur oui, des oui. sujets quand même beaucoup plus deep tech. Finalement, je pense que tu avais en tête les fondamentaux et Oui, oui, c'est les assez grosses lisible. boîtes. Oui, 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 Voilà. les grosses boîtes qui sont passées par eux, dont on a Dont tous on entendu entend parler. parler, Voilà. Ouais, ouais, Blablacar. ouais. On a d'ailleurs Entre ce autres. soir Francis, Napez, qui est un des 2 cofondateurs OK. qui, va, animer la soirée sur la partie, musique et c'est lui qui prend les platines et qui nous fait un set. Ouais. C'est pas Donc toi? c'est rigolo. Non, c'est pas moi. Hem, est-ce que justement, on vient de parler de ton mari et de son côté entrepreneur. Quelle empreinte il t'a laissé dans sa vision des affaires, de justement la gestion, tu dis qu'il t'a poussé à développer? Alors il m'a poussée à développer, j'essaye d'être
comme lui il était, mais j'ai du mal, c'est-à-dire que lui, il mettait absolument pas, d'émotion. Il laissait l'émotionnel de côté. Lui, c'était les chiffres qui comptaient. D'accord. Moi, j'ai du mal à être comme ça. J'ai une lecture qui est plus facile on va dire dans le cœur des gens que dans un bilan. Et c'est pour ça que je vais plus, à l'affect. OVNI, j'en ai entendu parler dans les podcasts de Mathieu. Je t'ai envoyé ce message, Mmh. on s'est vus et puis il y avait quand même un autre point qui était quand même une espèce de synchronicité, c'est quand j'ai vu que Julien Coulon Oui, qui est notre était, associé. qui est un de vos associés, dont j'avais entendu parler par l'intermédiaire d'une amie quelques années auparavant. Et là, Julien Coulon, son nom revient et Julien, on était en primaire ensemble. Mmh. Donc I bon, On va pas se mentir, il y a une vraie, preuve sociale ouais, dans un fonds où les 20, 30, 50 premiers souscripteurs, c'est difficile et typiquement Julien a amené probablement 15 des 50 premiers souscripteurs qui étaient dans son réseau proche. Et au bout d'un moment, tu as, 100 souscripteurs, 150 souscripteurs, ça devient plus facile, mais tu as quand même besoin de cette preuve sociale et de mémoire, ce que JP te disait, c'est des gens respectables, ils oui, font du bon boulot et tu peux y aller. Pour venir sur les podcasts de Mathieu, ce que tu me disais avant d'enregistrer, c'est que finalement une de tes façons d'apprendre et de grandir, c'était de consommer, ce genre de ouais, ouais, contenu. ouais, 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 Sur des domaines que tu maîtrises pas. Donc tu exactement. consommes beaucoup ce genre de contenu? Je consomme pas mal de ce oui, oui, beaucoup, aussi bien la martingale que Génération Do It Yourself et j'ai tapé, dans la loupe, private equity, je pense que je les ai tous écoutés. Je les ai tous écoutés, il y en a je suis allée, chercher sur internet, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? D'ailleurs, je suis allée sur Invincible été, heu, De Olivier Goy? ouais, Ouais, d'Olivier Goy, film voilà magnifique. J'ai lu le livre aussi, ouais. et ouais, j'ai fini le livre. Je crois, si on peut faire juste cette parenthèse, que c'est un des podcasts qui m'a vraiment donné envie de m'associer avec Mathieu. Évidemment, il y en avait eu d'autres avant, celui de Rachel Delacour, de Jean-Baptiste Hiron, de Martin Ouais, Solveig, mais je pense il y a un avant-après celui bah, c'est le d'Olivier. podcast qui tire l'alarme, quoi. Mmh mh, mmh. Ouais, Écoute, très clair. Hem, Tu m'as parlé de tes 3 enfants. On en ouais, avait parlé aussi lors du premier épisode. C'est pas évident de donner cette culture business, à ses enfants. C'est dans des petits riens du quotidien où tu leur expliques les choses et cetera. Aujourd'hui, toi, ils sont en âge, ben, de choisir des voies professionnelles et cetera. Hem, ça m'intéresse, tu as un peu d'avance sur moi là-dessus. Comment tu essayes de leur transmettre, bah, voilà, des valeurs, cette culture business et cetera? Comment tu évoques ça avec eux? Je crois que je t'avais parlé d'un des invités qu'on a eu sur ce podcast, voire les 2, de Alain Roubac et Chloé, ouais. où ils font ce qu'on appelle, un board de famille, où, 1 à 2 fois dans l'année, ils se posent, ils discutent entre eux justement de leurs investissements, de leur société et ils ont ce vrai échange au sein de la famille. C'est quelque chose que tu organises toi? Alors non, mais j'y ai pensé, je trouve que c'est une très bonne idée. J'essayais un petit peu de leur expliquer et les sensibiliser à tout ça, parce que moi j'ai hérité très jeune de choses auxquelles je m'attendais pas, donc je veux qu'ils soient un petit peu conscients de ce qui va leur arriver. J'ai 3 enfants avec 3 personnalités complètement différentes. Mon fils aîné, il est à l'ESCA, L'ESCA, pour les gens qui connaissent pas c'est une l'acronyme? école de commerce, originaire d'Angers. Il est en deuxième année, je pense qu'il va se diriger vers la finance, donc ça, D'accord. c'est très bien. On le prend en stage, Avec à tout moment? plaisir, avec plaisir. Elliot, il est en première, donc il sait pas trop, il se cherche, donc on va lui laisser du temps et Tess, elle a 13 ans. Oui, c'est encore un peu tôt. Hem, mais voilà, elle a des idées très arrêtées qui changent très régulièrement sur ce qu'elle veut faire, voilà. Mais je pense qu'elle, j'espère qu'elle aura une grande sensibilité, au monde du travail et pour les sensibiliser, ben, par exemple, quand j'ai besoin d'un coup de main parce que je dois faire des travaux dans des apparts ou je dois aménager des apparts, bah, je leur dis de venir avec moi. Venez, donnez-moi un coup de main et je leur dis: «Bah, ouais, ça c'est à moi, et ça sera à vous plus tard et voilà comment on fait et voilà ce qu'il faut faire» et dans le coworking, c'est pareil. Mon deuxième fils qui est un gros dépensier a voulu que je lui paye un billet d'avion. Je lui dis: «Bah, je te paye le billet d'avion, mais ça représente, 20 heures de TIG, de travaux d'intérêt généraux au bureau. Donc tu me Excellent, dois 20 heures de main-d'œuvre, quand j'ai des petits trucs à faire». Donc comme ça, ils viennent et ils voient ce que je fais. excellent. Ça me semble, une très bonne façon
Ouais, faire grandir, Leur ses montrer, ouais. enfants et leur montrer. Heu, donc on te connaît investisseuse, de façon un peu indirecte, un tout Ouais. petit peu en direct, entrepreneur sur le tas où, bah, tu reprends, des choses et tu les développes. C'est quoi le talent caché, que peu de gens connaissent chez toi et c'est quoi tes envies pour les 10-15 prochaines années avec tout ce que tu as pu développer? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors je pense qu'un talent caché, c'est je sais assez bien fédérer les gens, autour de moi. Je suis très, très bien entourée professionnellement, par mes amis aussi, amicalement. J'ai les mêmes amis depuis une trentaine d'années. C'est quoi ta clé pour les fédérer? Bah, entretenir ses amis, entretenir les réseaux, continuer à les voir, à C'est passer pas du temps toujours dans un ensemble. sens, ça veut dire? Non, Faut non, faire non, l'effort? non, non. Après, C'est vrai en amitié, c'est vrai dans le business, non? c'est vrai dans le business aussi, exactement. Et puis dans le business, après, tu peux avoir des moments où tu travailles pendant 6 mois avec quelqu'un, très régulièrement et puis en fait, ton business, tes affaires t'amènent ailleurs, donc tu perds cette personne de vue pendant, 6 mois, 2 ans et puis tu la retrouves parce que tu as à nouveau, une connexion avec elle. C'est la fidélité, en amitié C'est ce que tu comme dans m'as le boulot. raconté, finalement, l'événementiel, tu y reviendras peut-être Bah, un jour? alors je sais pas, j'y reviens par procuration parce que j'ai refait ma vie il y a 2 ans avec, quelqu'un que j'ai rencontré il y a 30 ans, en 96. On travaillait ensemble et on était très proches, mais voilà, c'était pas notre moment. On s'est pas vu pendant 20 ans et on s'est retrouvés il y a 2 ans. Tu, tu me disais, quelques jours avant de préparer cet épisode, on parlait de est-ce qu'on est, heureux dans nos vies? Qu'est-ce qui nous épanouit? Hem, je te disais que moi, je me sentais vraiment privilégié de gérer cette société de gestion avec, bah, des associés, très différents de moi, mais très complémentaires, Augustin, Thomas, avec l'arrivée de Marie. Hem, qu'est-ce que, donc tu dis que tu es bien entourée. Hem, c'est ça aujourd'hui qui te rend heureuse et qui te permet de continuer à développer des projets et cetera? J'ai C'est quoi le moteur pour toi au quotidien? j'ai Qu'est-ce une nature. Je pense que j'ai une nature où je suis faite pour être heureuse. OK. Malgré, Ce qui t'arrive? malgré les drames que j'ai eus, je suis très heureuse. Je suis, très heureuse de là où je vis. Je suis très contente. Je sais que je suis une grande privilégiée et je me le dis plusieurs fois par jour quand je pars travailler à pied le matin et que je vois des perspectives, dans Paris. Je me dis: «Mais la chance que j'ai Bien d'habiter sûr. dans cette ville, de voir ce soleil se lever» et puis parfois je vis des choses, c'est des instants en fait et il faut prendre conscience de tout ça et je me fais des photos dans mon cœur, des photos dans ma tête, de moments tout simples mais qui sont super importants. Et mon Hem, rêve, tu demandais mon rêve, j'ai ouais. le même rêve depuis, j'ai 20-25 ans. J'adorerais acheter une île et y construire, une dizaine de petites villas, de bungalows et faire une retraite là-bas, les louer, faire des retraites de yoga, et avoir un spot où, mes amis et mes enfants, pourraient me rejoindre plus tard. Ouais, donc tu es quand même, au centre de cette communauté et tu aimes, la faire vivre, la Ouais, fédérer, la et rassembler ils me le rendent bien. et ils te le rendent bien. Heu, génial. Écoute, je te remercie beaucoup d'être, Merci venu, Arnaud. au micro de ce podcast. Je sais que je bouscule un peu, mes souscripteurs. Je t'ai partagé, je crois, l'épisode de Thierry Michel, qui est quelqu'un de très Ouais, discret, mais qui finalement s'était prêté aussi à l'exercice. Hem, ça a beaucoup de valeur pour nous, en tant que gérants de ce fonds, de pouvoir avoir ce moment, offline où on éteint le téléphone. Alors, j tu vois, il y a quelques notifications qui arrivent, mais tu essaies de pas trop faire attention et de prendre le temps avec nos souscripteurs, que ça soit avant l'enregistrement, après l'enregistrement. Je t'avoue qu'on on en a parlé, hein, on pensait, faire ce premier fonds avec 100-120 souscripteurs. On termine avec 200. On est 2 general partners, l'arrivée de Marie et c'est vrai que, bah, tu dis, tout est dans les détails, ouais. l'amitié ça s'entretient, bah, les relations avec les souscripteurs aussi. Dans certains fonds d'investissement, tu as des postes, de investor relation. Mmh mh. Heu, il y a plein de choses qu'on s'est déléguées. Ça, pour l'instant, j'ai un peu de mal à le déléguer. Je pense que la proximité qu'on arrivera à créer, à garder avec nos souscripteurs
c'est celle qui va faire le succès d'OVNI Capital. Parce que demain, tu as peut-être quelqu'un qui va arriver dans ton coworking et qui va nous dire bon, bah, j'ai cette idée, je voudrais 2 postes. Et puis tu vas nous appeler, tu vas nous dire vous devriez regarder, ils Ouais, sont ouais, en train ouais. de lever des fonds. Et donc, moi, c'est un concept, je ne sais pas si tu en as entendu parler, hem, que j'ai lu sur la surface de chance. Et en fait, pour que cette surface de chance, elle marche, c'est parler de ce que tu fais. Donc nous, on lève des fonds, on les investit dans des startups à un nombre assez important, de personnes, mais entretenir des liens avec elles pour que, bah, elles soient dans cette surface de chance et elles t'alimentent en opportunités si demain tu as Exactement, ouais, ouais. besoin de vendre une société et cetera. Donc, peut-être pour terminer là-dessus, hem, comment toi tu entretiens cette, surface de chance? Comment tu la vois? Comment tu la développes, à travers, toutes Ben, tes activités? j'essaye de connecter les gens entre eux, D'accord. au sein du coworking. Je te dis, j'ai plein de secteurs différents, mais j'ai organisé un déjeuner l'année dernière avec, il y a eu plein de changements, plein de nouvelles boîtes qui sont arrivées, d'organiser un déjeuner avec, tous les managers de chaque boîte pour que les gens se rencontrent, prennent le temps de se parler et de dire: «Ah bah, moi je fais ci, bah, moi je fais ça», et de créer des synergies et d'avoir un peu de transversalité, parce que sinon les gens ils arrivent, ils rentrent dans leur bureau, ils ferment la porte, ils se croisent à peu près à l'heure du déjeuner et encore, ils prennent pas le temps. Donc j'ai fait ça avec tous les managers des boîtes, et après j'ai refait la même chose avec toutes les femmes de l'espace cadet. Où là, ça a créé des synergies et puis ça a aussi créé des débuts d'amitié. Il y en a qui commencent à partir en vacances ensemble, et je pense que c'est super important de mettre les gens en contact, de faire bosser les amis, heu et que les gens prennent le temps de se rencontrer et de se parler. Peut-être pour terminer là-dessus, sur, justement, bah, tu dis, connecter, les femmes. On a un vrai sujet, quand même dans notre industrie, hein, qui est le venture capital sur, le financement des femmes. Je crois que nous, tu vois, sur nos 200 souscripteurs, on doit avoir 20 femmes, entre 15 et 20 femmes souscripteurs du fonds. C'est très compliqué d'avoir des profils féminins dans les équipes de gestion. Tu as Sista qui a fait beaucoup de bien à l'écosystème Ouais. français. Hem ce que Marie me disait, l'autre jour, elle me disait, ben, les 3/4 du temps, c'est beaucoup plus difficile pour les femmes de lever des fonds. Alors on leur donne tous les conseils qu'elles veulent, mais on a juste besoin d'argent pour pouvoir Ouais, développer nos ouais, ouais. projets. Là-dessus, est-ce que toi, c'est un axe d'engagement fort pour toi? Ah, je pourrais y aller. OK. Ouais, ouais, ouais. Si je voyais un fonds, qui est créé par des femmes, pour des femmes, je pourrais y aller, bien sûr. OK. Bah, écoute, on Ouais, va ouais. on va te connecter, hein, il y a des fonds qui font ça. Il y a des groupes de business angels, et je pense que c'est important. C'est important d'avoir, ce genre d'initiative et d'action dans l'écosystème. En tout cas, nous, c'est des choses qu'on traque, qu'on suit de près et qu'on veut soutenir avec OVNI. Ouais, c'est important la sororité et ça peut amener à des très belles choses. Oui et puis surtout, c'est la diversité et la mixité d'une équipe qui fait sa réussite. Ouais, une autre vision. Top. Écoute, 37 minutes, on est dans les temps. Merci beaucoup d'avoir, Merci Arnaud. partagé ton parcours et de nous soutenir, avec, ce fonds OVNI Capital. À bientôt tout le monde, n'hésitez pas à commenter, liker, contacter, Clémentine si vous avez besoin de bureaux. Tu vas nous redonner le quartier parce que je l'ai C'est en dans tête, le mais je vois dans 9e, le dans le 9e. 9e, métro Cadet, et ça s'appelle l'espace Cadet. Voilà, donc si vous êtes une start-up, un fonds, un gestionnaire de patrimoine, il reste plus beaucoup de place. Venez me Il y a un rencontrer, beau venez rooftop, visiter, voilà venez, prendre un café sur le rooftop. et contactez, Clémentine sur LinkedIn. Elle Mmh. répond beaucoup plus vite Oui, que OVNI Capital qui met, des fois 3 ou 4 semaines à répondre, à ces exactement. messages. Allez, à bientôt tout le monde, merci beaucoup.